Bonjour à tous, bienvenue sur The Glow Driver. Aujourd'hui, journée exceptionnelle qui démarre au château de Vaux-le-Vicomte puisque je pars pour la première fois de ma vie à une étape du Tour Auto avec Ferrari. Actuellement, vous êtes posé sur ma voiture. Je vais vous la présenter et vous faire vivre avec moi cette journée exceptionnelle au volant de la toute nouvelle Ferrari 12 Cilindri Spider. Évidemment, pour aujourd'hui, je porte ma Baltique édition Tour Auto 2024. Même si j'aurai l'occasion de voir ma configuration toute la journée, regardez les reflets dorés du vert Toscane qui ressortent avec ce magnifique lever de soleil. Pour pouvoir faire une petite présentation. Alors déjà, il y a un truc quand même. Regardez le nombre de Puro Sangue. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Nous n'avons pas grand-chose à voir avec le vrai Tour Auto, en tout cas avec la vraie course. Ce sont des clients en fait qui participent à cette journée pour suivre avec le club Ferrari. Donc on a une sélection de voitures assez extraordinaire. J'avoue que, alors pour être honnête avec vous, j'ai la chance, l'immense chance d'essayer énormément de voitures dans ma vie, d'avoir accès à énormément de marques et d'avoir l'occasion de vivre des expériences absolument extraordinaires. Mais même dans ma position, qui est très privilégiée, recevoir un mail de Ferrari, c'est comme gagner au loto. Ça arrive très rarement, les expériences sont rares. Déjà un grand merci aux équipes de Ferrari, et particulièrement à Thomas, de m'avoir proposé cette opportunité parce que là j'avoue que j'avais qu'une envie, c'est poser la caméra et pas vous emmener avec moi juste pour profiter à fond. Je vais profiter à fond, c'est sûr. Mais regardez ça, Ferrari Roma Spider 296 GTS, 12 Cilindri avec les sièges baquets coupés, 296 dans une très belle configuration. F8 Tributo, une autre 296 Bleu Gulf, 599 GTO, 12 Cilindri, celle de Charles Pozzi, 296 Pacassetto Fiorano, 812 Superfast, SF90, Pista Spider en Giallo Tristrato, la mienne, 296 GTS, très belle config, F8 Tributo, SF90, F8 Tributo encore, 812 Superfast et 812 Superfast. Et d'ailleurs, ce sont deux GTS. Et derrière, tous mes copains de chez BMW qui passent. Je dois dire que j'ai déjà connu des matins exceptionnels, mais alors celui-là... Bel auto. Oui, bonjour, vous avez les moyens? Parce que moi, oui. J'ai pas les moyens de discuter avec vous. Non, bah cassez-vous alors, je n'accepte personne. Ça va? Génial. Ouais, elle est magnifique. Hein. Ça rend trop bien. Quel intérieur. L'intérieur est... Mais le combo est fou, je trouve. C'est fou. Elle est sublime. Ah Puis ouais. le vert, c'est vert Toscane. Vert Toscane. Ouais. Voilà. C'est... J'ai connu des matins plus difficiles. Ah ouais. L'objectif de cette journée, ça va être de découvrir cette voiture. Je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux. Même si j'ai l'habitude de conduire des autos puissantes, la sensation d'être assis sur une voiture qui développe 830 chevaux sur le train arrière, sur des pneus pas si larges que ça, en plus 315 mm de large, c'est toujours impressionnant. Donc voilà, je vais essayer de vous retransmettre cette journée du mieux que je peux, mais quelle chance. Se retrouver derrière le volant d'une Ferrari à moteur V12, je vais tout droit. Je disais, se retrouver au volant d'une Ferrari à moteur V12 atmosphérique avant, les cheveux au vent. Il n'y a pas beaucoup de voitures dans l'histoire de Ferrari avec laquelle vous pouvez faire ça. C'est une opportunité exceptionnelle. V12 atmosphérique, 6,5 litres de cylindrée, 830 chevaux, propulsion. C'est hier soir, enfin bon, non pas hier soir parce que je l'avais déjà conduite, mais
La journée d'avant, j'ai un peu anticipé. J'y ai pensé, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, attends, je vais re-regarder mes essais d'F12, re-regarder mes essais du 812, me rappeler de comment ça fonctionne. Parce que, oui, ça fait peur. Même quand on a l'habitude, 830 chevaux sur les roues arrière, ça fait peur. Le poste de conduite est tel qu'on peut le connaître dans une Ferrari avec pas mal de nouveautés quand même, notamment ce nouvel écran qui, je dois le dire, fonctionne vraiment bien, qui est intuitif. La planche de bord est un peu redessinée, il y a l'écran passager pour savoir si on arrive à 81 ou 82 km/h sur les routes départementales. Mais plus que de vous parler de l'intérieur et des fonctionnalités, j'ai surtout envie de vous parler de l'expérience de conduite. Parce que dans ce genre de voiture, finalement, quand on est passionné d'automobile, c'est ce qu'on veut savoir. On veut savoir ce que ça fait. Et si un jour vous avez la chance de faire l'expérience d'un V12 Ferrari, bon, j'espère que grâce à moi, vous saurez déjà un peu ce que ça fait. La première chose qui est impressionnante dans cette voiture, c'est la longueur du capot. Le V12 est immense et encore plus que sur la 812, les arches à l'avant sont extrêmement marquées. Donc de part et d'autre de la voiture, j'ai des énormes bosses qui donnent l'impression que ce qu'il y a entre les deux, on pourrait rentrer une voiture, quoi. Tout à l'heure, on était derrière une petite Lotus. La Lotus, elle aurait pu rentrer au milieu de la voiture à la place du moteur tellement les deux arches qui accueillent les roues avant sont écartées. Donc ça déjà, c'est très impressionnant parce que de là où je suis, je vois seulement ces bosses, mais je vois pas le capot. Donc ça fait deux grandes bosses un peu à l'image d'une 911, mais en beaucoup plus impressionnant. Le pare-brise est très loin parce que le V12 est encore juste ici, il est assez reculé par rapport à l'essieu avant. Dans les rétroviseurs arrière, j'ai la vue de ces ailes très arrondies, dit très hautes, des épaules très marquées. Je suis assez enfoncé dans la carrosserie, mais j'ai quand même une bonne visibilité. J'avais le souvenir que dans la 812 Superfast, j'étais un peu plus assis un peu plus bas, en tout cas le capot me paraissait un peu plus droit, c'était un peu plus impressionnant. Là j'ai vraiment une très bonne visibilité, ce que je trouve assez agréable. On va commencer en mode sport. Je rappelle qu'ici on a le Manettino avec une fonction qui est assez amusante que, alors j'avais pas suivi cette évolution chez Ferrari, mais désormais pour mettre le mode suspension qu'on appelle Bumpy Road Mode, voilà plus exactement, bref, les roues de bosselet. Avant il y avait un bouton en plus, maintenant simplement on appuie dessus. Et traduction italienne, route cahoteuse. Donc là je suis en mode sport, on va dire c'est le mode normal, en mode manuel. Les valves sont pas complètement ouvertes et on a une cartographie moteur qui est relativement douce. Alors, relativement douce avec 830 chevaux sur le train arrière, bon faut le dire doucement. Mais la première chose qui frappe, c'est à quel point la voiture est confortable. Elle n'est pas, je trouve, aussi pointilleuse que la Ferrari 812 Superfast. On a une voiture qui est une vraie GT, qui, lorsqu'on s'est habitué aux proportions, ce qui prend un peu de temps, est quand même assez amicale. Après le gabarit, la deuxième chose qui marque, c'est la direction, la fameuse direction Ferrari, qui est chirurgicale, assez particulière et assez déroutante au premier abord parce qu'elle est très légère, mais la moindre, enfin vraiment le 5 degrés d'angle sur le volant, la voiture pivote. Et ça c'est très impressionnant parce que on sent qu'il y a un peu de masse, on sent qu'il y a un peu de transfert de charge, et donc on a cet avant très pointu avec vraiment zéro inertie, zéro latence dans les réactions qui emmène la voiture immédiatement. Et le truc c'est comme on est assis sur les roues arrière, ben on sent ce train arrière qui fait tout ce qu'il peut pour suivre. Et alors moi j'ai toujours trouvé que la F12 n'était pas une voiture dangereuse, contrairement à ce qu'on disait, parce qu'il n'y avait pas les roues arrière directrices. Donc on avait une voiture qui finalement, lorsqu'on la respectait, évidemment c'est des voitures avec un mode d'emploi, était quand même relativement lisible au comportement. La 812 Superfast, moi j'ai toujours trouvé qu'elle était justement très nerveuse. J'ai toujours trouvé ça un peu flippant. Là, la voiture, même si elle est toujours aussi nerveuse à cause de cette direction et de ce train arrière directeur qui fait vraiment pivoter la voiture, enfin je pense que vous vous rendez compte, allez, je vais mettre en ligne droite. C'est instantané. C'est instantané, en fait, ce qui est particulier aussi, c'est que l'avant vire instantanément sans latence, mais l'arrière a une toute petite latence. Du coup, on a l'impression que l'arrière rebondit un peu, et on a un peu l'impression que la voiture se tasse, alors, très légèrement, mais ce qui amplifie pour le conducteur la sensation
de transfert de charge et de mouvement de caisse, donc on a un peu peur de s'appuyer sur le comportement. Là je roule à 90 km/h, j'ai l'impression de rouler à 20. La voiture est les suspensions gomment la route, c'est assez fantastique. Et lorsqu'on commence à mettre un peu de rythme, alors là on a ici la sélection de mode de vitesse, là c'est pour passer la marche arrière, là c'est pour là si je pousse, je passe en automatique, là je passe en mode manuel, et là le L c'est pourquoi déjà? Le L ici c'est quoi? Launch control. Launch control, bon on l'utilisera pas aujourd'hui. Mais là vous voyez par exemple dans ce virage, hop, je vais emmener la direction tout doucement, et c'est vraiment ce train avant comme s'il était posé sur deux rails qui emmène la voiture, et l'arrière qui va se tasser très légèrement et qui va suivre et enrouler. Mais il faut se faire à ce léger tassement. Oh la belle voiture, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de belles voitures sur le long du tour auto. La zone rouge est juchée à 9500 tours minute. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'il faut la place pour aller les chercher. Et j'avoue que c'est impressionnant de voir le compteur avec marqué 10 et la zone rouge qui est au-dessus du 9. Et pour l'instant, je trouve une voiture facile. En dehors de ce que je dis, c'est une voiture facile. Ce qui est amusant, c'est que j'ai fait toute la matinée en mode sport en disant à Thomas, qui se trouve à côté de moi, ouais, c'est quand même assez feutré. Il m'a dit, passe le mode race. Je passe le mode race. Ça s'inscrit ici. Vous entendez déjà l'admission, l'échappement immédiatement qui claque. Et là, tout de suite, la voiture se révèle. On passe d'une... j'ai pas envie de dire une GT, mais on passe d'une voiture, d'une GT très sportive avec l'architecture vraiment moteur avant, propulsion. Là, on passe sur l'animal. Le mode race nous laisse encore des aides, heureusement, parce que j'ai beau être joueur avec ce genre de puissance, ouais, pas méga serein d'avoir, enfin pas très envie d'aller jouer très honnêtement, et je suis content que l'électronique, qui est d'ailleurs très bien gérée, me maintienne en vie. Vous entendez énormément l'admission. Hop, c'est bon à droite. Ah ouais, alors ça par contre. Hop, désactiver ça. Allez, écoutez-moi ça. Oh, en mode race, les claquements de fouet à l'échappement. Ouais. Je mets mon clignotant. Je me décale à plus d'1,50 m de distance. Je remets mon clignotant. Je tombe à rapport. Genre. Là par exemple, vous voyez, 2/3 de pédale en deuxième. On a vraiment cette sensation de voiture qui se tasse sur l'arrière. Et la seule chose qui empêche... Je vais y arriver. Voilà. Et la seule chose qui empêche la voiture de patiner dans tous les sens, c'est l'électronique. Les pneus à l'arrière sont pas si larges, 315 mm de large, c'est pas énorme, surtout pour autant de puissance. Et on a vraiment physiquement cette sensation de le regard qui commence à se lever parce que la voiture lève un peu du nez, l'arrière qui se tasse et le différentiel électronique qui travaille, on le sent vraiment parce que la voiture gigote de l'arrière, on sent les roues qui cherchent le grip. C'est très impressionnant parce qu'en fait il y a énormément d'informations. Et comme on est assis sur ce train arrière qui est malmené par la puissance, ben, ça fait une expérience de conduite vivante, quoi. Là, alors là, il faut savoir que j'ai choisi une position stratégique parce que juste ici, il y a la pompe à essence. Là, j'ai garé la voiture et je vois les voitures qui arrivent là. Quelle expérience! Ouh!
Je commence à m'habituer tranquillement au gabarit, à la puissance de la 12 Cilindri. C'est une voiture assez intimidante quand même, mais qui, avec déjà un peu d'expérience de roulage, se révèle être déjà incroyablement confortable. Ça, c'est vraiment c'est vraiment le premier truc que je remarque. Et aussi incroyablement performante. Et ça, je vais attendre de m'habituer encore un petit peu avant de vraiment vous en parler. Ah, nouvelle M5 CS. Là, c'est le paradis. Ce qui est particulier avec ces voitures aussi, c'est que la direction très vive, mais pour autant très légère, oblige un peu à se crisper au volant. Je me suis rendu compte ce matin que je tenais un peu le volant fermement, ce qui finalement dans les virages en fait empêche la voiture de bien vivre parce que les mouvements sont pas très souples. Or, il faut être très souple avec la voiture. Mais pour être très souple avec la voiture, il faut faire confiance à ce mouvement d'affaissement léger sur le train arrière. Donc il faut se reposer sur le grip et c'est difficile. Donc en fait, le meilleur moyen de conduire cette voiture, c'est sur le couple, pas trop haut dans les tours. Les deux pouces là, 3 doigts en haut, les doigts levés, très important. Et il faut accompagner avec des gestes très doux la voiture dans les virages et finalement c'est là qu'elle vit le mieux. C'est assez perturbant honnêtement. Le fait que je vous parle aussi longtemps du comportement vous indique que oui, une Ferrari de ce gabarit et de ce pédigré, c'est impressionnant à conduire. Oh, le beau Boxster Spider, magnifique, j'adore cette caisse. Et une fois que vous avez apprivoisé justement ce comportement quand même vraiment particulier, unique même, là vous pouvez profiter du moteur. Mais là encore, il y a un mode d'emploi, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. La voiture, forcément, avec toute cette puissance, toute cette inertie qui est envoyée sur l'avant, sur l'arrière, et son caractère aussi de GT relativement confortable, même très confortable, les mouvements de charge sont exacerbés sur les transferts de charge sont exacerbés sur la voiture. Donc par exemple, quand je rétrograde et je mets du frein moteur, je vais sentir l'avant qui va se charger un peu, l'arrière qui va se délester en ligne droite. Lorsque j'appuie sur l'accélérateur, je sens l'arrière qui se tasse, l'avant qui s'allège. Mais ça, si vous le sentez en ligne droite, vous imaginez bien qu'en virage, vous le sentez d'autant plus. Donc avant les virages, il faut anticiper et savoir précisément ce que vous allez faire dans le virage. Est-ce que vous allez accélérer? Est-ce que vous allez vouloir une voiture neutre? Est-ce que vous allez vouloir que l'avant soit chargé pour que la voiture pivote? Ça demande quand même une vraie finesse au volant pour pas trop déstabiliser la voiture et vraiment pouvoir en profiter. Donc vous voyez, de tout ce que je vous raconte depuis le début, c'est le mode d'emploi. Mais une fois que tout ça c'est maîtrisé, alors là, vous avez une espèce d'arme de guerre. En fait, la voiture, elle n'est pas difficile à conduire, c'est juste qu'elle est difficile à... C'est difficile de lui faire confiance, en fait. C'est difficile de lui faire confiance parce que il y a beaucoup d'infos, vraiment beaucoup, de mouvements, de fonctionnement, etc. Et une fois que vous avez maîtrisé tout ça, vous pouvez vraiment utiliser la voiture, mais toujours avec cette petite épée de Damoclès de 20-25 kg sur vos épaules qui vous dit, fais gaffe, t'as toujours 830 chevaux sur les roues arrière. Et ça, qu'on le veuille ou non, même si je trouve que cette voiture est incroyablement homogène et que la gestion de la puissance est vraiment superbement faite, il ne faut pas l'oublier parce que en fait à tout moment c'est potentiellement la correctionnelle, quoi. Mais c'est aussi ce qui rend ça incroyablement excitant. Et je parlais tout à l'heure de la zone rouge à 9500 tours minute. Aller chercher la zone rouge, c'est un privilège parce que vous ne pouvez pas le faire souvent. Et là, vous voyez, dans des courbes rapides, gaz constant sur l'accélérateur, hop, et j'emmène la voiture à deux doigts. Et en fait, elle est comme un rail. Malgré ce léger mouvement de caisse, elle est comme un rail. Et je trouve qu'il y a vite du vent dans l'habitacle.
Ça, je me serais attendu à ce qu'il y en ait un peu moins. Un peu des remous. Mais une Caterham. Magnifique. Ah mais c'est une auto fantastique. Et puis, bon, le moteur dans son explosivité est absolument terrifiant. Mais le couple, surtout le couple que vous avez en permanence qui vous propulse à des vitesses illégales sans rien faire, c'est hallucinant. Vous pouvez repartir à 60 km/h en 7ème et aller prendre 300 km/h sur un seul rapport. C'est vraiment dingue. Je vais à droite là. Ouais. Un circuit automobile. Nous arrivons à Dijon. On arrive au circuit de surprise. Ouais. Ça change les pneus avant là. Et ouais. Toujours. Là c'est mon embrayage. Mais non. Mais quand on fait ça, il est en neutre. Oui, oui, je te taquinasse. Ah, les drapeaux. Oui, les drapeaux. Forza Ferrari. On est dans la poche. Conclusion sur mon essai de la Ferrari 12 cylindrée Spider. Alors, une voiture quand même assez complexe à analyser parce que le comportement nécessite vraiment de saisir le mode d'emploi avant de pouvoir vraiment exploiter la voiture. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie évolution par rapport à la 812 GTS. La voiture est plus confortable, plus sportive, plus saine, je trouve, à mener. En fait, elle est mieux. Je peux difficilement le dire autrement. Elle est mieux et elle est mieux au niveau du comportement. Est-ce qu'elle est mieux au niveau du moteur? Alors, effectivement, on a les 9500 tours minute qui sont exceptionnels à aller chercher. On a quand même le son moteur de la 812 GTS qui est plus présent, norme oblige. Il y aura peut-être des solutions aftermarket pour résoudre ça. L'intérieur est, je trouve, plus abouti aussi sur cette voiture, notamment l'intégration de l'écran central qui permet vraiment d'avoir un GPS qui ne vient pas prendre la vue des infos qu'il y a derrière le volant. Il y a toujours des choses personnellement que j'aime pas trop. J'ai toujours un peu de mal avec le design de l'arrière. Ça c'est personnel, c'est subjectif. Les boutons haptiques sur le volant, c'est un peu rédhibitoire, mais je sais que Ferrari est en train de travailler sur des solutions rétroactives pour remettre des boutons en fait à la place des retours haptiques. Donc ça, c'est vraiment une bonne solution parce que honnêtement, c'est pas ergonomique, quoi. C'est pas ergonomique et difficile à utiliser. Et petite critique aussi sur les sièges qui sont dans cette voiture, les sièges de base, qui je trouve ne maintiennent pas très bien et qui n'ont pas une assise très confortable. Pour moi, dans cette voiture, il faut soit les sièges Daytona qui sont plus profonds, soit les baquets, parce que vu les capacités dynamiques en virage de la voiture, il faut être bien maintenu. Parce que ne pas être maintenu, ça oblige à être un peu crispé au volant et donc à pas être très doux sur la direction, ce qui va venir interférer un peu dans le bon comportement de la voiture. Donc bon, ça c'était l'analyse très technique, on va dire. D'un point de vue personnel, bon, je vous l'ai dit en début de vidéo, faire une partie du Tour Auto avec Ferrari en Ferrari, bon, je pense que le gamin qui lisait des magazines aurait pas vu arriver ça un jour. Donc un immense merci aux équipes de Ferrari West Europe pour cette opportunité de dingue. Je suis assez fan de cette 12 cylindrée. C'est dur de dire qu'une Ferrari m'a pas mis le frisson, mais putain. Ouais, mais c'est un peu vrai en même temps. C'est un peu vrai, c'est que c'est un peu, il en manque quoi. En 2025, je mesure la chance que j'ai, enfin la chance qu'on a d'avoir encore des moteurs comme ça, atmosphériques, qui prennent 9500 tours minute, surtout avec des designs de dingue. D'ailleurs, en parlant du design, je m'y suis vraiment fait, notamment l'avant, le 3/4 avant, je le trouve sublime. Toujours un peu plus de mal avec l'arrière, mais bon, dans tous les cas, c'est une voiture qui est incroyablement complète. J'ai vraiment hâte d'essayer la nouvelle Vanquish V12 pour comparer. Et par rapport à une Revuelto, c'est pas comparable parce que ça a vraiment rien à voir. Donc ouais. J'avoue que c'est encore une expérience de dingue. Un immense merci à Ferrari. J'espère que cet essai vous a plu. Et puis moi, je retourne de Dijon à Paris, profitant quand même un petit peu des voitures qui roulent sur le circuit. Merci d'avoir regardé et à la prochaine sur The Glove Driver.